Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Vers une prolongation de l'état d'urgence, il devait arriver à échéance le 15 juillet. Emmanuel Macron demande aux parlementaires de voter son allongement jusqu'au 1er novembre. Le chef de l'État qui promet aussi une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste après l'attentat de Manchester. Pas question de démissionner pour Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, épinglé par le Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique, il a fait louer par les mutuelles de Bretagne dont il était le directeur des locaux appartenant à sa campagne. Une révélation qui tombe mal en plein débat sur la moralisation. Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, veut renouer avec le bon sens. Il le dit dans une interview au Point. Quelle est sa vision pour l'enseignement? Va-t-il revenir sur les réformes mises en place par sa prédécesseur et notamment sur celle des rythmes scolaires? Il est très attendu sur ce terrain. Reportage et décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Politique360. Je vous le disais en titre, l'état d'urgence va être prolongé au moins jusqu'au 1er novembre. C'est une des conséquences de l'attentat de Manchester. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. On l'écoute. L'état d'urgence qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie en assurant le bon déroulement des élections présidentielles et législatives est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Cette prorogation sera limitée au temps nécessaire à l'examen d'un projet de loi qui inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées, la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. C'est une affaire embarrassante pour l'exécutif. Si elle n'est pas illégale, elle tombe mal pour le gouvernement qui veut moraliser la vie politique. Richard Ferrand a fait louer aux mutuelles de Bretagne dont il était directeur des locaux appartenant à sa compagne. L'opposition réclame sa démission. Héloïse Grégoire. L'affaire date de 2011 et vise le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Le Canard enchaîné, dans son édition du jour, rapporte un petit arrangement familial. À l'époque, Richard Ferrand dirigeait les mutuelles de Bretagne et veut y installer un centre de soins. La mutuelle loue le local d'une société civile immobilière détenue par sa compagne qui va réaliser au passage une confortable plus-value. Les parts de la CCI vont être multipliées par 3000 en 6 ans. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement insiste sur la probité de Richard Ferrand. Il n'y a pas de mise en cause par le Canard enchaîné de Richard Ferrand. Il y a une information que Richard Ferrand lui-même ne conteste pas, qui relève d'un acte qui n'est pas délictuel ni pénal, d'un acte de droit commun. Donc il ne saurait être question de sa démission. Un peu plus tôt dans la matinée, le principal intéressé déclare qu'il n'y a pas d'affaire. C'est quelque chose qui a été fait voici 6 ou 7 ans, qui depuis a fait l'objet d'ailleurs d'un renouvellement de bail. Donc ça veut dire que les gens se satisfont de l'endroit où est situé ce local. C'est une sorte de cadeau de bienvenue pour ma nomination au gouvernement, où l'on essaye de faire d'un acte de gestion banal une pseudo-affaire. Rien d'illégal, aucun argent public détourné, mais ce qui s'apparente à du favoritisme tombe au mauvais moment. Alors que le ministre de la Justice a débuté les consultations pour son projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Le Canard enchaîné révèle également l'emploi du fils de Richard Ferrand en 2014 en tant qu'assistant parlementaire pour quelques mois et pour un montant total brut de 8 704 €. Les réactions politiques n'ont pas tardé. Marine Le Pen réclame la démission du ministre. De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste demande solennellement au Premier ministre et au ministre de la Justice de s'exprimer sur ces révélations. Et à l'instant, les réactions de Richard Ferrand concernant cet emploi familial. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. C'est ce qu'il a dit chez nos confrères de France Info. Autre réaction, celle du sénateur Les Républicains, Philippe Dominati, qui était au micro de Saveria Rojek. On l'écoute. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Alors l'actualité aujourd'hui bien sûr c'est la prolongation de l'état d'urgence et puis cette nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste. Mais d'abord bien sûr peut-être une réaction à cette affaire Richard Ferrand. Selon vous, le ministre doit-il démissionner ou doit-il en tout cas mieux s'expliquer ? Écoutez, je ne connais pas tout à fait les détails, mais il me semble qu'il est dans la même position que François Fillon. C'est-à-dire que légalement il a raison et peut-être qu'éthiquement c'est discutable. Donc il en tirera les conséquences. Chacun en tire les conséquences, mais c'est au président ou au Premier ministre
de prendre leurs responsabilités. Est-ce que cette affaire entache en tout cas la crédibilité du gouvernement sur leur première grande réforme, la moralisation de la vie publique? Je constate que c'est similaire. C'est apparemment, ce n'est pas un problème de légalité, c'est plus un problème de moralité. Emmanuel Macron demande donc la prolongation de l'état d'urgence. Il veut également une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste. Est-ce qu'une nouvelle loi est vraiment nécessaire selon vous? Ce qui est nécessaire, c'est une restructuration de nos services de renseignement ou de nos services concernés par la lutte antiterroriste. Ça, c'est nécessaire. Ça n'a pas été fait sous Bernard Cazeneuve pendant longtemps. Nous avons été un assez grand nombre de parlementaires, aussi bien de gauche et de droite, à le déplorer. Le système était exactement le même qu'avant la vague des attentats qui a frappé la France. Le président de la République a exprimé à plusieurs reprises son intérêt sur ce sujet et je suis avec une particulière attention le fait de regrouper ces services de renseignement, notamment de renseignement intérieur. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi pour restructurer ces services? Que ça passe par la loi ou par l'organisation, peu importe. Ce sont deux choses différentes. Emmanuel Macron annonce effectivement la création d'un état-major permanent qui sera d'ailleurs directement placé sous son autorité, composé d'une 50aine d'agents. Et par ailleurs, il annonce une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste. On verra ce qu'il y a dans la loi, mais effectivement, il y a eu beaucoup de lois, alors qu'il y a beaucoup de réformes de structure à faire, et que pour l'instant, rien n'a été fait depuis 3 ans. Philippe Dominetti... Alors qu'on a eu des attentats et qu'il y avait l'occasion et que plusieurs parlementaires, encore une fois, et plusieurs commissions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ont dit au ministre de l'Intérieur de l'époque, changer le dispositif. Il ne l'a jamais changé. Donc cette loi est nécessaire? Il me semble en tout cas que le président doit remettre à jour, je dirais, la structure antiterroriste. Est-ce que vous allez justement soutenir la majorité gouvernementale? Est-ce que vous allez voter cette loi ou par exemple les ordonnances concernant la réforme du droit du travail? Si c'est utile et si ça va dans le sens de mes convictions, c'est-à-dire des convictions libérales sur le plan économique, permettant aux entreprises de mieux s'exprimer et avoir plus de liberté et moins d'imposition, bien sûr. Donc en tant qu'élu Les Républicains, vous voterez au cas par cas, c'est bien ça? Il y aura une discipline de groupe. D'abord, nous avons notre projet. Je ne désespère pas que notre projet aura suffisamment d'impact sur les élections législatives à venir pour influencer la majorité future au Parlement. En ce qui concerne le Sénat, nous avons une majorité pour l'instant au Sénat et sur les sujets qui nous intéressent, effectivement, on essaiera d'être pragmatique. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Dominetti d'avoir répondu à la question. Merci. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt sur notre antenne. Alors après les consultations entamées hier à l'Elysée, les principales organisations syndicales et patronales ont été reçues cet après-midi à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud dans le cadre du projet de réforme du droit du travail. Marie Brémaud. Visiblement, du côté de l'exécutif, on prend son temps. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron comme Édouard Philippe disaient vouloir aller vite sur la réforme du Code du travail. Mais aujourd'hui, le flou demeure quant au calendrier. Hier, Emmanuel Macron semblait avoir lâché du lest, du moins d'après les déclarations de certains représentants syndicaux. L'acte 2 se jouait aujourd'hui à Matignon. Le chef du gouvernement et sa ministre du Travail ont démarré à leur tour les consultations avec les partenaires sociaux. Et Pierre Gattaz a rejoué sa partition. Il faut aller vite et bien et fort sur les réformes attendues du marché du travail. Elles sont attendues par les forces économiques françaises, elles sont attendues du monde entier, car eh bien, en effet, on est un peu un épouvantail en France. Du côté des syndicats, ils ont réaffirmé qu'ils ne voulaient pas d'une réforme au pas de charge. Mais à Matignon, comme à l'Elysée, on joue la prudence. C'était à peu près les mêmes thèmes de discussion qu'hier avec le président de la République sur le calendrier d'abord. Bon. Savoir si ça va être publié en août ou en septembre. Bon, j'ai la même impression qu'hier. Bon, on n'a pas encore la réponse définitive, ce qui m'apparaît normal. Ils veulent faire le tour de tout le monde. Ça se termine lundi, pour voir dire si. Bon, je sens que ça évolue, quoi, mais c'est pas encore arrêté. C'est normal. Ils veulent voir tout le monde. Seule certitude ce soir, il y aura dans les jours qui viennent un 3e round entre les partenaires sociaux et la ministre du Travail, seule cette fois.
Et puis à noter qu'après la flambée de mars, le nombre de chômeurs est reparti à la baisse en avril, moins 36 300, soit une baisse de moins 1%. Le chômage s'établit à présent en métropole à 3,47 millions de personnes. C'est une annonce du ministère du Travail, mais à noter que Muriel Pénicaud ne commentera pas ce chiffre. Nous vous en parlions dès hier. L'élection d'Emmanuel Macron suscite des remous au sein du groupe PS du Sénat, divisé sur le fait de créer ou non un groupe majorité présidentielle, d'autant que les macronistes de la première heure ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Stéphane Amalian. Les macronistes du Sénat se divisent sur la recomposition politique de la Haute Assemblée. François Patriat, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, milite pour un groupe En Marche qui puisse englober des sénateurs allant du valsiste Didier Guillaume à Jean-Pierre Raffarin. Ceux qui veulent soutenir le gouvernement, qui soutiennent la politique du Premier ministre et du Président de la République doivent pouvoir être cohérents. Je vous rappelle quand même que demain, après la construction du parti, la double appartenance ne sera plus autorisée. Donc il faudra que les gens choisissent. Un avis qui n'est pas partagé par Jacques Mézard. Si le ministre de l'Agriculture est d'accord pour un groupe En Marche à l'Assemblée nationale, en revanche, il n'est pas question de casser le groupe politique qu'il présidait au Sénat avant sa nomination au gouvernement, le RDSE. Je présidais jusqu'à ce matin le groupe du Rassemblement démocratique, qu'on peut considérer comme le groupe historique de la Haute Assemblée, qui a été le premier groupe parlementaire créé en France en 1892. Moi, je souhaite que ce groupe continue à exister, parce que c'est un groupe d'ailleurs qui est dans la démarche, je l'ai dit tout à l'heure, de rassemblement. Ensuite, ceux qui y sont prendront les décisions et je les aiderai à y travailler. Le RDSE est principalement composé de radicaux de gauche, mais on y trouve des personnalités de sensibilités diverses, comme l'ancien communiste Robert Hue ou Gilbert Barbier, membre des Républicains, tout juste nommé à la tête d'un groupe ni de droite ni totalement de gauche. On retrouve tout de suite Oriane Mancini. Bonsoir Oriane, Bonsoir, chroniqueuse politique pour Public Sénat. La recomposition politique a-t-elle déjà gagné le Sénat? Eh bien Delphine, pas vraiment. Au Sénat, il est plutôt urgent d'attendre, car c'est du résultat des législatives du mois de juin que dépendra l'ampleur de cette recomposition. On comprend aisément qu'il sera plus facile d'éviter l'implosion de son parti en ayant obtenu 150 sièges que 30. Du coup, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord au Sénat, aussi bien les Républicains que le Parti Socialiste, les radicaux ou encore les soutiens d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est que ce débat sur la recomposition au Sénat, il aura lieu après les législatives. Pourtant, on voit déjà des courants se dessiner, c'était évoqué à l'instant. Oui, Delphine, 3 courants. Alors, il y a d'abord ceux qui souhaitent rejoindre la République En Marche. Ça, c'est le cas des historiques qui ont suivi Emmanuel Macron depuis le début de sa campagne, notamment François Patriat ou encore Barry Zacharie pour les socialistes. Mais ça pourrait aussi être le cas des juppéistes qui pourraient suivre les traces du Premier ministre Édouard Philippe. On pense notamment à Fabienne Keller. Il y a aussi, deuxième courant, ceux qui veulent soutenir la majorité présidentielle, mais au cas par cas, projet par projet et sans perdre leur étiquette, ce qu'on appelle un soutien vigilant au PS ou encore le parlementarisme constructif à droite. Dans ce courant, on retrouve des personnalités comme Jean-Pierre Raffarin pour la droite ou le président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume. Et puis, dernier courant, ceux qui veulent rester dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ils sont les représentants de l'aile gauche du Parti socialiste comme Marie-Noëlle Lienemann ou ceux de l'aile droite des Républicains comme Bruno Retailleau. Toute la question est de savoir ce que vont devenir ces 3 courants. Bien, il semble à l'heure actuelle difficile, voire impossible pour la République En Marche d'obtenir un groupe composé uniquement de nouveaux élus. La recomposition, elle passera donc forcément par des élus qui sont déjà en place à l'heure actuelle. Aucun des 3 courants ne semble en mesure de peser à lui tout seul, ce qui validerait donc la thèse de François Patriat qu'on vient d'entendre à l'instant d'un groupe élargi, transpartisan. Mais attention, les sénateurs, à l'image de Jacques Mézard, qu'on vient aussi d'entendre, ils sont conscients que de cette recomposition politique dépendra aussi le rôle du Sénat, préserver les groupes existants ou faire une recomposition différente de celle de l'Assemblée, moins large. C'est donc aussi un moyen pour le Sénat de préserver sa spécificité et donc son existence. Merci beaucoup pour cette analyse, Oriane. Et justement, vous évoquiez le cas de Marie-Noëlle Lienemann. Elle était au micro de Saveria Roget, qu'on l'écoute. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Alors avant de parler bien sûr de la recomposition politique et en particulier à gauche, un mot sur cette affaire, Richard Ferrand. Certains, Marine Le Pen, demandent la démission du ministre. Est-ce que selon vous, Richard Ferrand doit démissionner pour s'expliquer ? Écoutez, moi personnellement, je n'ai pas les tenants et les aboutissants en détail de cette affaire. Soit il y a un problème de justice et la justice doit être saisie,
soit il n'y en a pas, et c'est pas à moi de faire l'inquisitrice. Je pense qu'aujourd'hui, la France attend des débats sur son avenir, sur ce qu'on va faire, sur les engagements de chacun. Et je vous le dis tout net, s'il y a le moindre doute, la justice doit se saisir pour une enquête. Si la justice considère qu'il n'y a pas de faits répréhensibles, je ne crois pas que ce soit à nous d'en rajouter. Est-ce que cette affaire entache la crédibilité du gouvernement sur la moralisation de la vie publique, le premier grand texte? Vous savez, je sens que tout le débat va être encore sur moralisation ou pas moralisation. On va voter une loi, on va regarder tous les cas où il est nécessaire de clarifier et de rendre beaucoup plus exigeant la pratique de transparence et de non-conflit d'intérêts. Au passage, d'ailleurs, je considère qu'il est essentiel de ne pas se limiter à la question des parlementaires et des politiques. Moi, j'ai pu observer concrètement qu'il y avait parfois des collusions entre les hauts fonctionnaires et certains secteurs de l'économie. J'ai en souvenir, par exemple, la loi bancaire. Et donc, il faut que les conflits d'intérêts, partout dans l'action publique, celle des hauts fonctionnaires comme celle des politiques, soit absolument bannie et traquée. Donc je ferai des amendements pour combattre le pantouflage, les allers-retours, les collusions d'intérêts avec les responsables dans les cabinets, etc. Alors, sur la recomposition politique, en particulier à gauche, vous avez déclaré qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion OPS. Est-ce que le Parti socialiste doit disparaître? J'ai plus dit qu'il y avait de PS. Il n'y a plus de pilote. Voilà, donc pour l'instant, il va bien falloir, après les législatives, se mettre dans une stratégie de tout reconstruire à gauche. Parce qu'il n'y a pas que la question du Parti socialiste, c'est quelle gauche nous voulons pour ce pays et quelle est la diversité au sein de sa gauche qui a du sens pour permettre à la gauche d'offrir aux Français une vraie alternative dans l'alternance. Voilà. Est-ce que le PS doit disparaître? Non. Moi, de toute façon, personnellement... Il ne doit pas changer de nom? Attendez, c'est secondaire, ça. La question de... Est-ce que le parti de Jaurès de Mitterrand va disparaître parce que le quinquennat de François Hollande, parce que Manuel Valls, depuis des lustres, nous explique qu'il faut qu'il disparaisse? Ils en rêvent. Eh bien, non, la gauche n'est pas morte dans ce pays, elle relèvera la tête. Maintenant, il y a des réalités politiques, le score de Jean-Luc Mélenchon, le score des législatives. Et je dis aux Français, nous avons besoin, dans cette période-là, face à un gouvernement dont il faut bien dire qu'il est quand même très libéral, alors même que tous les autres pays se rendent compte que c'est plus la voie, je leur dis, vous avez besoin d'une gauche digne de ce nom. Donc choisissez dans toutes les circonscriptions. Moi, je suis socialiste, donc d'abord le candidat socialiste, s'il n'est pas ambigu, à savoir s'il est clairement affiché socialiste et que socialiste, c'est-à-dire pas majorité présidentielle, Macron à je ne sais quoi. Et alors au Sénat, le groupe PS, le groupe socialiste, doit-il se fondre dans le groupe En Marche, dans le futur groupe En Marche après les élections sénatoriales de septembre? C'est hors de question. Hors de question, il doit y avoir un groupe socialiste, voire même d'ailleurs un intergroupe de gauche, parce que je trouve qu'il est important de reconsidérer en des termes nouveaux la nécessité de rassembler toutes les forces de gauche et écologistes, mais en tout cas il est hors de question de devenir le bagage accompagné d'En Marche ou un micro-parti perdu dans les affres néolibérales d'En Marche. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans le reste de l'actualité au Sénat, c'est l'appel du désespoir. Dans une lettre ouverte adressée directement au président de la République, Pierre Camanis, sénateur socialiste et président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, tire la sonnette d'alarme sur les difficultés budgétaires qu'il rencontre. Audrey Vuettaz. Pierre Camanis a joué un coup de poker. Pour remettre à flot le budget de son département, le Lot-et-Garonne, il a imaginé une recette de 20 millions d'euros financée par l'État. Mais cette recette n'existe pas. J'ai fait le pari du bras de fer avec l'État pour me permettre d'équilibrer mon budget et pour me permettre de compenser une partie de ce que l'État ne me rembourse pas, de ce qu'il me doit et qu'il ne me rembourse pas. Des mots chocs pour alerter sur sa situation et celle de 15 autres départements ruraux. Des mots couchés sur papier dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. L'élu se dit étranglé, il décrit un territoire pauvre au potentiel fiscal faible. 62% des foyers du Lot-et-Garonne ne sont pas imposables. Pourtant, il faut financer la solidarité, comme le RSA, tout en subissant une baisse constante des dotations de l'État. Alors Pierre Camanis en appelle à la solidarité nationale. Je refuse d'augmenter la fiscalité. Et c'est le message que je veux faire passer à M. Macron dans un département pauvre pour que les pauvres paient pour la solidarité pour les pauvres. Il doit y avoir une solidarité nationale.
L'élu sait qu'il a une marge de manœuvre avec le nouveau président. En campagne, Emmanuel Macron avait rappelé l'importance de ne pas traiter les territoires uniformément. Je ne crois pas à la méthode des baisses unilatérales de dotation, parce que les logiques sur le territoire sont profondément différentes, qu'il nous faut les accompagner, qu'il faut accompagner une dynamique de projet. Pour l'instant, le président n'a pas encore répondu à l'élu, mais Pierre Camani espère que le combat contre la fracture territoriale marquera le début de mandat d'Emmanuel Macron. Et on en vient au premier débat de Politique 360 consacré aux enjeux qui attendent le nouveau gouvernement. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'éducation, présentée comme une priorité du quinquennat. Quels sont les chantiers du nouveau ministre Jean-Michel Blanquer? Va-t-il revenir sur les réformes adoptées? Quelle est sa position sur les rythmes scolaires? On en parle tout de suite dans le débat. C'est donc Jean-Michel Blanquer qui a été nommé rue de Grenelle, mais il n'arrive pas en terre inconnue. L'ancien directeur de l'ESSEC a été 2 fois recteur d'académie et numéro 2 de ce ministère entre 2009 et 2012. Son portrait, Mounir Soussi. Peu connu du grand public, Jean-Michel Blanquer, 54 ans, a fait toute sa carrière dans le monde de l'enseignement. Ce juriste de formation décroche son premier poste d'envergure en 2006 en rejoignant le cabinet de Gilles de Robien à l'Éducation nationale sous la présidence de Jacques Chirac. En 2007, cet ami proche de François Baroin devient recteur de l'Académie de Créteil, la 2e de France, où il tentera d'innover notamment avec la création d'un internat d'excellence installé dans une ancienne caserne. Et il y aura beaucoup de sport parce qu'il y a de très belles installations sportives. Donc les élèves sont vraiment pris en main pendant toute la semaine par une équipe de professeurs qui sont tous volontaires pour être ici. Par la suite, il prend la tête de la direction générale de l'enseignement scolaire avant d'être candidat à la direction de Sciences Po Paris en 2012. Il est battu mais rebondit vite en devenant directeur de l'ESSEC l'année suivante. Cette fonction, dans l'une des plus grandes écoles de management, lui vaut aujourd'hui des critiques. Ses détracteurs s'inquiètent d'une importation des méthodes de gestion des écoles de commerce à l'éducation nationale. Dans le passé, dans toutes mes fonctions, y compris recteur, j'ai parfois souffert du fait qu'on dénature, on caricature la parole. Je demande juste aux gens qui nous écoutent de regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, et pas ce qu'on dit de cela, parce que ce que j'ai fait, c'est toujours me consacrer aux élèves, et notamment les plus défavorisés. Il demande à être jugé sur ses actes. Parmi ses dossiers prioritaires, il souhaite adapter la réforme des rythmes scolaires et donner plus d'autonomie aux établissements dans le recrutement des équipes. Un sujet sensible dans cette administration scolaire très centralisée. Et Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Jean-Michel Blanquer, on le sait, qui a donné aujourd'hui une interview au Point, l'hebdomadaire. Que découvre-t-on du nouveau ministre de l'Éducation nationale? Bien, on découvre que c'est un apôtre du « en même temps » macronien, cette expression chérie du président de la République. Il marche sur des œufs, Jean-Michel Blanquer. Il ne veut pas braquer avec des annonces trop radicales. Il nous dit d'ailleurs le système est épuisé par les réformes selon lui. Et lorsqu'on lui demande s'il sera le Premier ministre de l'Éducation nationale à ne pas avoir de réforme qui porte son nom, il dit « Eh bien, j'en serais fier. Il faut en finir avec les révolutions verticales qui n'atteignent pas leur but. » Alors, je disais qu'il ne voulait pas braquer. Il tacle tout de même au passage la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Dans cet entretien, il parle aussi de la réforme des rythmes scolaires. Que dit-il? Là encore, on croirait entendre Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut faire preuve de pragmatisme et de sens de la liberté et que c'est à chaque territoire de voir s'il vaut mieux garder l'organisation actuelle ou s'il faut mettre en place une autre solution qui serait mieux adaptée à ses besoins. C'est ce que disait déjà le programme d'En Marche. Là-dessus, il n'y a pas de recul. Oui, effectivement, si on reprend les mots exacts du programme d'En Marche, il prévoyait de laisser aux communes le soin d'organiser le temps périscolaire sans contrainte. Alors, vous disiez qu'il n'y a pas de recul. Oui, mais il n'y a pas d'avancée non plus par rapport à ce programme. C'est toujours le grand flou sur le calendrier, alors que la rentrée de septembre avance à grands pas. Personne n'a vraiment compris ce qu'il allait en être, d'autant que c'est vrai que cette réforme, elle avait suscité de grandes levées de boucliers, mais depuis, certains se sont adaptés, les parents, les mairies, certains établissements d'ailleurs avec plus ou moins de succès. Comme quoi la marche vers l'autonomie des établissements scolaires n'est pas une mince affaire. Oui, et c'est pourtant l'un des points essentiels du programme d'Emmanuel Macron qui veut encourager cette autonomie pour favoriser l'adaptation des établissements aux besoins des élèves. Et au-delà des rythmes scolaires, il propose d'ailleurs que les établissements, s'ils le souhaitent et seulement s'ils le souhaitent, réintroduisent les classes bilingues, les sections européennes, même état d'esprit pour la réforme du bac annoncée par Jean-Michel Blanquer
Blanquer. Eh bien, ça serait 4 matières obligatoires à l'examen final, les autres validées par contrôle continu. Mais là encore, c'est le grand flou au niveau du calendrier et des modalités. En revanche, on sait que la division des classes par 2 en ZEP, ça c'est pour la rentrée 2017. Et oui, s'il y a une mesure que l'opinion publique a bien retenue, eh bien c'est celle-là. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer a donc confirmé cette semaine que 2200 classes de réseau éducation prioritaire verraient leurs effectifs divisés par 2 à la prochaine rentrée. Alors c'est une réforme qui coûte cher puisque ça demande des effectifs évalués à 12 000 enseignants sur le quinquennat. On dit qu'il va y avoir à la fois des créations de postes, mais aussi il va y avoir des effectifs redéployés. Donc ça veut dire qu'on va tout de même en retirer quelque part. Deuxième point, on mettra les enseignements en ZEP seulement s'ils le souhaitent. Il n'y aura que les plus motivés qui iront. Et pour les motivés, on prévoit une prime annuelle de 3 000 € net. Et puis enfin, ça demande des locaux qui ne sont pas toujours disponibles. Donc il y a certaines communes qui vont devoir construire des salles de classe. En résumé, Tam ? Eh bien, hormis la réforme des ZEP qui sera mise en place dès septembre, mais qui va coûter très cher, eh bien, et dont on ne connaît d'ailleurs pas les modalités de financement, c'est le grand flou sur le calendrier, les modalités des autres réformes. Alors certes, Jean-Michel Blanquer n'est ministre que depuis une semaine, mais en même temps, la réforme, c'est dans 3 mois. La rentrée dans 3 mois. Merci beaucoup, Tam. Et justement, Emmanuel Macron avait promis de laisser le choix aux communes de revenir ou non à une semaine de 4 jours et demi. Certains élus ont déjà fait savoir qu'ils reviendraient sur cette réforme, pas toujours bien acceptée. C'est le cas à Ballancourt, sur Essonne. Reportage Jérôme Rabier, Morgan Sachs. Quand la sonnerie résonne à l'école Jules Ferry, ce n'est pas encore la fin de la journée. Il n'est que 15 h et c'est l'heure des activités périscolaires mises en place depuis 2014 dans cette ville. Donc je ne sais pas, vous vouliez le modèle ou pas pour le noir et le blanc? Pour ce groupe d'une quinzaine d'élèves, c'est la 2e séance dans cet atelier. On a déjà fait une séance où on formait la poterie, où on gravait la poterie. Et donc là, on est en train de la peindre. Conséquence de la réforme des rythmes scolaires, ces activités en semaine sont compensées par une demi-journée d'école le mercredi matin. Pas forcément au goût de tous les élèves. Je préférerais reprendre comme avant par contre, parce que le mercredi, c'est en plus. Pour assurer les activités, des animateurs ont été recrutés et des intervenants temporaires viennent aussi proposer de nouvelles activités. Un complément de salaire non négligeable pour certains. Lors de la création, j'intervenais 2 fois dans cette école. Pas dans l'autre parce que j'avais d'autres écoles dans d'autres villages à côté. L'an dernier dans les 2 écoles et cette année aussi dans les 2 écoles. À la mairie, on n'était pas forcément favorable à cette réforme, mais les équipes ont fait en sorte de l'appliquer du mieux possible. Mais le constat reste pour le maire négatif. Les activités étaient plébiscitées, on va dire. Ça, c'est un fait. Cela étant, le fait que les enfants soient fatigués, ça joue sur, on va dire, le bon déroulement et du temps scolaire et du temps périscolaire. Alors, dès qu'il en aura la possibilité, il proposera de revenir à la semaine de 4 jours. J'ai lu que le ministre laissait ça à des maires, comme il a dit, à des maires volontaires. Donc nous sommes volontaires, enfin, je suis volontaire et autour de moi, les enseignants sont volontaires, les parents d'élèves sont volontaires. Comme lui, de nombreuses mairies sont d'ores et déjà candidates à un retour à la semaine des 4 jours. Reste désormais à savoir si cela pourra se faire dès la prochaine rentrée ou si une année supplémentaire sera prévue pour préparer cet arrêt. Et j'accueille sur ce plateau mes invités pour ce débat. Nathalie Mons, bonsoir. Vous êtes sociologue, présidente du CNESCO, c'est le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Merci d'être avec nous. Frédéric Rollet est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes professeur de lettres, secrétaire général du SNES-FSU. C'est le syndicat national des enseignants du second degré. Merci d'être avec nous. Michel Fize est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de jeunesse et de l'éducation. Et enfin, Hervé Jean Le Niger. Bonsoir. Vice-président national de la FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. Première question pour vous, peut-être Frédéric Rollet, même si ça vous concerne peut-être un petit peu moins, on vient de voir ce cas sur cette commune qui souhaite revenir au rythme scolaire. C'est très symbolique, ça, de la doctrine Macron, relayée par le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. La liberté d'agir, elle est au cœur du futur quinquennat en matière d'éducation. C'est une approche pragmatique plutôt positive, selon vous ? Vous savez, la liberté d'autant mieux exercée qu'on a les moyens de l'exercer. Donc, quand il n'y a pas à un moment les outils pour permettre
dès le plein exercice de cette liberté, on arrive à davantage d'inégalités. Donc il est très bien de laisser des marges d'initiative, mais il faut que ces marges d'initiative s'inscrivent tous dans un objectif de donner le maximum à tous, ce qui ne semble pas être forcément le cas dans le cas présent. Ouais. Hervé Jean Lendière, comment accueillez-vous le fait que la réforme des rythmes scolaires finalement revienne sur le devant de la scène avec cette liberté de choix qui va être laissée aux élus? Est-ce que ça va raviver peut-être une polémique qu'on croyait éteinte? Alors je crois d'ailleurs, il faut le rappeler, qu'il y a une grosse confusion entre les rythmes scolaires et le maintien des 5 matinées qui, on le sait, sont très profitables aux enfants parce qu'ils sont moins fatigués, et les rythmes périscolaires qui sont autre chose, qui sont financés par les collectivités territoriales et qui peuvent poser un problème de mise en œuvre tant qu'aux animateurs, aux transports, etc. Et sous-tendu, il faut le dire tout de suite et très clairement, il y a une question du financement des activités périscolaires. D'ailleurs, la vice-présidente éducation, les Républicains de l'Association des maires de France s'est exprimée en doutant de la pertinence de cette abrogation, pensant que le président Macron avait surtout pour enjeu de déplacer ce financement des collectivités territoriales sur les rythmes périscolaires et non pas le temps scolaire pour financer la suppression de la taxe d'habitation. Ouais. Donc n'ayons pas le peur de le dire tout de suite, il y a 2 choses bien distinctes, le temps scolaire avec 5 matinées et le temps périscolaire avec des activités de qualité. Ouais. Pourtant, Jean-Michel Blanquer, peut-être cette question pour vous, Nathalie Mons, l'a redit, entre la semaine d'école sur 4 jours et 4 jours et demi, il n'y a aucune étude, selon lui, qui n'a tranché quant à l'impact sur les résultats scolaires. Au contraire, on a tout un ensemble de recherches qui nous montrent que avant cette réforme, avec les 4 jours seulement, la France était vraiment parmi les pays qui avaient un nombre de demi-journées extrêmement faible. Donc cette réforme était tout à fait profitable, en ce sens où finalement, en récupérant le mercredi matin, on avait finalement un lieu qui redevenait tout à fait bénéfique pour les apprentissages des jeunes. Monsieur avait raison. Je crois qu'il ne faut pas confondre entre finalement l'emploi du temps scolaire et la façon dont on peut occuper les enfants en fin de journée. Donc il faut certainement que les équipes locales fassent très attention à ce que l'intérêt de l'enfant soit au cœur des décisions. Il ne faut pas prendre des décisions pour des problèmes d'organisation. Il faut bien voir que ce mercredi matin, contrairement à tous ces messages relayés sur la fatigue des enfants, les études nous montrent au contraire que finalement, un rythme tout à fait régulier et bénéfique pour les enfants. Ouais. Michel Fils, peut-être une réaction justement à ce qui apparaît comme une des priorités dès la prise de fonction de Jean-Michel Blanquer. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron, cette question des rythmes scolaires. Il faut là aussi tenir une promesse de campagne, selon vous? Moi, d'abord, j'approuverai assez ce qui vient d'être dit. Je pense que l'autonomie sans une égalité de moyens à la base n'a pas grand sens, car elle va nous projeter dans d'autres formes d'injustice. Donc il faut quand même que le pragmatisme s'appuie quand même sur une clarté d'ensemble. Or, je regrette, mais une fois encore, je ne vois pas de clarté d'ensemble. Depuis 40 ans, on a l'impression d'une politique mécano. Voyez, on commence une fois par le collège, une autre fois on choisit plutôt le lycée, cette fois-ci on repart vers le primaire. Voilà. Et donc on ne voit pas la vision d'ensemble. Je pense qu'effectivement, tant qu'on ne se posera peut-être pas la question principale, à mon avis, au XXIe siècle, l'école, pourquoi faire ? À quoi ça sert l'école ? Quels fondamentaux on doit viser avec l'école à l'ère du numérique, où les enfants, les adolescents, évidemment, vont se nourrir à bien d'autres sources que l'école. Donc je crois que le défi, à mon avis, pour être peut-être dans une ligne très macronienne, puisqu'on fait de la politique autrement, il faudrait aussi faire l'école autrement, inventer une autre école. Il n'est pas possible qu'on ait en 2050 cette école-là. C'est pas pensable, à mon avis. Mais il n'y a rien dans le programme d'Emmanuel Macron qui vous fait penser justement qu'on va pouvoir peut-être sortir aussi, c'est ce que dit le nouveau ministre, de ce clivage droite-gauche, d'avoir une autre vision sur l'école. Moi, encore une fois, je reviens à cette idée de politique mécano. On a l'impression qu'on a mis un certain nombre de thèmes dans un grand chapeau, on en sort un ou deux. Tiens, pourquoi pas les rythmes scolaires ? Tiens, pourquoi pas effectivement la question de l'autonomie ? Voilà. Mais encore une fois, on ne voit pas de colonne vertébrale. Je pense qu'il
il faut vraiment repenser l'école et pas par des petits morceaux dont on ne voit pas finalement comment ils vont s'inscrire dans un ensemble cohérent. Hervé Jean Léger, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit, notamment avec la nomination de Jean-Michel Blanquer, où on a eu le sentiment peut-être qu'il y avait peut-être un peu de recul et une vision malheureusement pour lui, Jean-Michel Blanquer arrive aussi avec une image ancienne du gouvernement Sarkozy, où il était numéro 2 de l'éducation nationale et où il avait procédé aux 80 000 suppressions de postes et la suppression de la formation pédagogique. Alors, il ne faut surtout pas faire de procès d'intention. Nous n'avons pas encore été reçus par M. Blanquer. Il va d'ailleurs venir à notre congrès le 5 et le 6 juin, donc on aura l'occasion. Le sait qu'il a cette image, ça va être difficile pour lui de s'en extraire ? Probablement pas, puisqu'on est dans une recomposition politique où il n'y a plus de clivage et où tout s'efface. Donc, on ne fait pas de procès d'intention, on attend. Mais en tout cas, pour revenir sur le rythme scolaire et ensuite sur l'autonomie, rappelons que ces temps périscolaires, et on ne parle encore une fois pas du temps scolaire et des 5 matinées, ce temps périscolaire était là pour donner à tous les enfants qui ne l'avaient pas jusqu'alors, puisque seulement 20% l'avaient, donner à tous les enfants un background social, culturel, sportif, scientifique qu'ils n'avaient pas. Et on sait que c'est un des manques. Je ne dis pas que c'est le seul manque. Je ne conteste pas que 20% des élèves en primaire sortent sans maîtriser les fondamentaux ou qu'il y a 100 000 décrocheurs. Pour revenir sur l'autonomie, il faut savoir de quelle autonomie on parle. Est-ce qu'on parle de l'autonomie pédagogique, et auquel cas c'est très très bien, effectivement, le maintien de l'autonomie pédagogique, mais pas dans un cadre local où chacun décide de ce qu'il veut. C'est un petit peu compliqué parce que les écoles vont être, et les collèges, les lycées vont être à double ou à triple vitesse. Frédéric Rollet, effectivement, sur ce point. C'est un risque. À la fois, vous êtes d'accord sur plus d'autonomie pour les établissements, mais vous dites, attention, ça ne va pas renforcer le pouvoir du chef d'établissement. Pour les équipes, effectivement. Et le problème, surtout, c'est qu'on a l'impression, de mesures très, très parcellaires, alors notamment dans le programme d'Emmanuel Macron, des mesures qui correspondent, des thématiques qui correspondaient à ce qui a surtout alimenté, si je puis dire, les controverses publiques, la question des rythmes, la question de la suppression des classes bilingues en 6e, par exemple. C'est ce qui est ressorti davantage dans les médias. Et on manque sans doute d'une vision un petit peu plus globale, d'une vision d'ensemble, d'un projet qui soit un vrai projet démocratique de l'éducation, qui aille de la maternelle jusqu'à l'université. Mais il va lui laisser un petit peu de temps peut-être aussi de s'installer à Jean-Michel Blanquer. Ne faisons aucun faux procès, effectivement, il faut laisser du temps. Mais il est important dès le départ d'afficher quand même un certain nombre d'objectifs, justement, qui sont des objectifs assez ambitieux. Michel Fizan, Nathalie Manson. On a l'impression, au contraire, d'une grande cohérence politique derrière cet apparent désordre. C'est le libéralisme scolaire. Or, on voit bien, ce ministre est quand même celui qui défendait les internats d'excellence pour les méritants. Or, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait des internats d'excellence pour les perdants, a priori, qu'on doit faire des gagnants. Voilà. Donc, finalement, l'excellence pour tous. Là, on a vraiment un peu le sentiment qu'on revient vers une préférence quand même pour les dispositifs qui vont finalement faire que cette école va rester élitiste, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, il vaut mieux, je crois, se diriger vers une véritable démocratie authentique, avec effectivement autonomie. Parce que, par exemple, l'histoire des 12 élèves par classe, mais ça va changer quoi si on dans change les zones pas d'éducation de méthode pédagogique ? Ça va rien, 12, 20, 30, si c'est pour faire la même chose, c'est sans intérêt. Nathalie Mons, est-ce que vous ne faites pas confiance justement à Jean-Michel Blanquer, qui l'a dit, qu'il voulait peut-être ne plus être dans l'injonction, mais faire confiance au terrain. Ça a été rappelé par Tam Tranui. Il ne veut pas non plus détricoter tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Et puis, il souhaite aussi peut-être qu'il n'y ait pas de loi qui porte son nom. Est-ce que ça, c'est pas plutôt rassurant ? Je crois qu'il y a quand même un élément qui est positif aujourd'hui dans ce qui est avancé, c'est la volonté de se centrer sur le primaire. Alors ça avait déjà été le cas lors du quinquennat précédent, et il me semble déjà que cet élément de continuité, il est tout à fait important, puisqu'en France, en général, on manque de continuité dans les objectifs prioritaires. Donc là, on voit bien que c'est réaffirmé. Alors, avec une solution qui est brandie initialement, qui est celle donc du dédoublement des classes dans les établissements qui accueillent les élèves les plus défavorisés, ces éducations prioritaires renforcées. Ça, évidemment, ça ne va pas suffire, pour la bonne et simple raison qu'il y a énormément d'élèves qui sont issus de milieux défavorisés qui ne sont pas
dans les établissements REP+. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est normal, on est passé finalement de la communication politique avec quelques idées un peu simples, et maintenant on doit s'emparer de politique publique. Donc quand on s'empare de politique publique, évidemment, le monde devient un peu plus complexe. Et sur cette dimension vraiment de progression dans le primaire, là, on voit bien qu'il faut regarder la multiplicité des solutions. Il est tout à fait possible que dans certains cas, diminuer drastiquement les effectifs peut s'avérer positif. Mais il y a aussi certainement des dispositifs, plus de maîtres de classe, dans certains contextes où on peut faire la démonstration de progrès des élèves qui sont à conserver. Dans d'autres contextes, on doit aussi également certainement jouer sur d'autres pédagogies. Donc voilà, on va passer en fait maintenant dans un mode un peu plus complexe des politiques publiques, et il va falloir aussi solliciter le terrain. Évidemment, solliciter le terrain, puisqu'on nous dit toujours, voilà, il n'y a pas d'injonction. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'injonction, il y a de l'autonomie, mais on arrive déjà avec une série de solutions. Donc là, je crois qu'il est très important d'avoir une vision autre de l'État. On a besoin d'un État qui n'est pas injonctif, c'est pas de haut en bas, mais qui apporte des ressources. C'est exactement ce qu'il dit, justement, pas d'injonction. Oui, il faut le démontrer. Le terrain. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que effectivement, ça pourrait être très intéressant de diminuer à 12 les élèves, les classes en ZEP. Sauf que la pédagogie croisée de 2 enseignants à travers le dispositif plus de maîtres que de classes, il nous semble très pertinent, même s'il se met seulement à l'heure. Vous pensez que ce dispositif va être supprimé finalement? Il risque d'être supprimé, alors même que les pédagogies croisées de deux enseignants dans une classe de 24 élèves, c'est très intéressant, parce qu'on sait que le problème de la formation pédagogique des enseignants, c'est que justement, souvent, elle n'est pas délocalisée dans les écoles. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, je tiens à rappeler quand même, et nous avons un outil de recensement à la FCPE qui a 34 000 journées à l'heure où je vous parle, d'enseignants non remplacés dans l'enseignement public. Donc c'est un vrai souci. Expliquez-moi, il faut créer des postes, expliquez-moi où on va créer des postes pour tous ces dispositifs, alors même qu'on est déjà à l'étiage le plus bas après les suppressions du précédent quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc c'est une situation extrêmement compliquée où on a un peu l'impression qu'il y a des effets d'annonce qui pourraient être intéressants. Encore une fois, ne soyons pas dans le procès d'intention. Néanmoins, il faut vraiment une politique du ministre de l'Éducation nationale qui est une colonne vertébrale et qui ne soit pas que des effets d'annonce. On voudrait une cohérence globale. Frédéric Rollet, oui. Pardon, oui. On voit que les attentes sont j'ai l'impression que Jean-Michel Blanquer est déjà en train un petit peu d'adoucir, on va dire, son propos et d'être moins systématique que ce qui a pu être dit, notamment pendant la campagne ou dans les premiers jours. Parce qu'effectivement, si on prend le dispositif plus de maîtres de classe, M. Blanquer aime les évaluations. Normalement, il est prévu que ce soit évalué en 2019. Il faut laisser les choses s'installer. Il y a des endroits où ça marche très bien, d'autres sans doute moins bien. Mais il ne s'agit pas de dire immédiatement on va enlever ce qui vient d'être mis en place pour faire autre chose. D'autant plus que si c'est mettre 12 élèves, mais pour que dans une école voisine où les difficultés scolaires des élèves sont sensiblement les mêmes, un peu moins, mais du coup ça se traduit par une augmentation du nombre, on aura fait pis que mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se garder de propos comme ça trop rapides. Alors rapidement et ensuite Michel. Oui, nous, ce qui nous inquiète par ailleurs à la FCPE, c'est que les maîtres mots du ministre, ce sont expérimentation, innovation, évaluation, autonomie. Parfois, ça nous pose souci sur ce pragmatisme qui est mis en avant. On a vu que M. Macron et son équipe, avant d'être président, avaient pris des contacts avec Espérance Banlieue, qui sont des écoles hors contrat. M. Blanquer est allé les voir. Donc, si l'expérimentation, l'autonomie et le pragmatisme, c'est d'utiliser tous les dispositifs hors école publique et hors contrat, ça pose quand même des questions, encore une fois, sans procès d'intention, même si je pose les questions. Donc des doutes sur le pragmatisme, est-ce qu'il faut revenir alors au dogmatisme, aux idéologues? On sait qu'il s'est beaucoup exprimé sur ce point aussi. Voilà, les pédagogistes, le pédagogisme, Michel Fize. Il faut inventer une synthèse intelligente. Bon, c'est pas facile, mais je pense que c'est le défi. Je crois qu'on peut se réjouir de l'abandon, en tout cas dans les discours, du vertical, mais il ne faut pas abandonner l'idée d'une colonne vertébrale, qui est donc tout de même un petit peu verticale. Donc si effectivement tout ce qui est là en projet, c'est du laisser-faire, sans un accompagnement quand même d'idées structurantes, voilà, montrant effectivement la direction vers laquelle l'on va, eh bien on va être condamné à voir une école qui va avancer cas un cas, avec des petits progrès par-ci, des petits progrès par-là. Mais je crois, encore une fois, au risque de me répéter, il faut redéfinir le sens de l'école, qui en a perdu pour beaucoup d'élèves, et je crois qu'il faut
inventer une école qui soit en harmonie avec le numérique, en harmonie avec une société qui évolue rapidement, dont les savoirs se démodent très très vite. Voilà. Je pense qu'il faut inventer une formation continue des élèves tout au long de la vie, finalement, et sortir de cette espèce de bourrage de crâne dans laquelle notre école est encore enfermée. Ouais. Vous pensez qu'il peut y parvenir, Jean-Michel Blanquer, à cette école du XXIe siècle, décrite par Michel Fils? Je crois que lorsqu'on parle d'autonomie, il est intéressant de regarder comment cette autonomie est développée à l'étranger, et notamment dans les pays qui réussissent. Et on se rend compte alors on peut prendre des pays comme par exemple la Finlande, on se rend compte que dans ces pays-là, l'autonomie, ça n'est pas totalement le laisser-faire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai accompagnement des enseignants, des équipes en général. Par exemple, je pense à une formation initiale d'extrême qualité en Finlande. On voit bien qu'on a aussi des formations continues qui permettent à chaque fois de faire le lien entre l'expertise de terrain qu'il faut valoriser et puis les enseignements de la recherche. Donc les enseignants ne sont pas livrés à eux-mêmes. L'autonomie, c'est pas ça. C'est pas de jeter tous les cadres et puis finalement de permettre aux gens de s'organiser selon strictement des lois locales. Non, l'autonomie, c'est aussi globalement une gouvernance qui apporte des ressources. Et je crois par exemple sur la formation continue, là, c'est central. C'est-à-dire ce quinquennat doit être celui de la formation continue. Aujourd'hui, contrairement à d'autres pays européens, il n'y a pas de formation continue obligatoire en France. Donc ça, c'est un élément qui doit vraiment avancer pendant ce quinquennat. On peut juste rajouter que ce ministre semble apprécier particulièrement le système scandinave, si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Donc on peut être effectivement optimiste s'il arrive à croiser c'est une bonne nouvelle. Maintenant et ce qu'il a en tête aussi développé par ailleurs. Frédéric Rollet, je vous propose juste d'écouter un petit extrait de Jean-Luc Mélenchon qui était invité de RTL ce matin, on l'écoute. Que va faire M. Blanquer? C'est ça qu'il faut comprendre. Son intention n'est pas de multiplier les enseignants dans les classes. Il en a supprimé 80 000, Madame Martichoux. Je suis donc, sans faire de procès d'intention, en état de pouvoir vous dire qu'il a l'intention de continuer. Et de la même manière, sa doctrine à propos de l'école, il l'a mis dans un livre. C'est l'idéologue de la droite. Il pense que les écoles doivent se gérer comme des entreprises, que le chef d'établissement doit choisir le personnel et fixer la paye. Pardon de vous dire que c'est pas l'idée que je me fais de l'école républicaine. Alors si par ailleurs, il a nommé des profs ici ou là, vous n'allez pas me faire dire « Ah, il y a quand même du bon chez cet homme ». Bien sûr qu'il y a du bon chez toute personne, mais ce n'est pas le sujet. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Rollet, est-ce qu'on peut imaginer que ça va être sensible au niveau social aussi chez les enseignants, cette rentrée 2017? Est-ce qu'il faut s'attendre à des mouvements sociaux, des grèves par exemple? La rentrée 2017 est préparée, quoi qu'on dise le ministre qui veut apporter un certain nombre d'assouplissements. En même temps, c'est pas lui qui l'a préparée, elle est faite. On verra, je pense que les enseignants vont laisser aussi le temps un petit peu au nouveau ministre. Regardez ce qu'il va faire. Le gouvernement va être occupé par d'autres sujets en ce moment, si j'ai bien compris, notamment donc, le Code du travail. On peut, mais il faudra effectivement qu'il fasse attention à ne pas vouloir changer ce qui marche, imposer systématiquement ses propres idées. Il a tout à fait le droit d'avoir ses propres envies, mais il faut regarder ce qui se passe sur le terrain, là où sont les manques. Nous, on est très attaché à l'idée que l'important maintenant, c'est surtout de donner aux enseignants justement les outils en termes de méthode, en termes de pratique, d'apport de la recherche, pour essayer d'évoluer dans leur métier, et que c'est ça qui fera bouger le système, plus qu'une énième réforme de structure. Il a redit aussi dans l'hebdomadaire Le Point, Jean-Michel Blanquer, qu'il voulait rapprocher finalement les parents des enseignants. Ça va plutôt aussi dans le sens des demandes de la FCPE? Écoutez, de toute façon, il est clair depuis longtemps que pour que les enfants réussissent, et particulièrement ceux qui sont en milieu défavorisé et ceux qui ont des difficultés, il faut que les parents se rapprochent de l'école, ou il faut que l'école se rapproche des parents dont elle s'est éloignée. Donc il n'énonce rien de très nouveau. Il fait une ouverture, tant mieux, on l'entend, on l'apprend. Ce que je voudrais dire en tout cas, c'est qu'il faudrait peut-être une fois pour toutes dans ce pays qu'on arrête, même si M. Blanquer semble avoir un discours de non-détricotage, excusez ce barbarisme, il faudrait qu'on arrive à avoir un discours transpartisan, ce que prétend M. Macron, le président, et qu'on arrive à avoir une vision au long cours sur l'école, sur 2, 3 quinquennats, comme ça se fait dans tous les pays du Nord, et qu'on arrête à chaque fois de détricoter.
Je ne suis pas Encore une certain. fois, a priori, c'est ce qu'il semble vouloir faire. Oui, mais c'est je ce ne qu'il a suis dit. pas. Aller au-delà des clivages gauche-droite. Oui, enfin, ça, c'est la recomposition du monde politique. Nous, on parle d'élèves. Hein. Donc, je ne suis pas certain. Mais on va en discuter avec lui, que les prétentions pour l'école de M. Blanquer ne soient pas quand même empreintes d'un certain libéralisme. C'est un monsieur qui est On parlait de son image, c'est parce qu'il a dirigé l'ESSEC que vous redoutez qu'il applique des méthodes d'école commerciale finalement. Il a été numéro 2 de l'éducation nationale. C'est un monsieur qui, ça peut s'entendre, aime piloter les structures par indicateurs chiffrés, etc. C'est quand même un petit peu inquiétant. Nous lui laissons naturellement tout son crédit, mais encore une fois, est-ce qu'on peut une fois dépasser les clivages transpartisans, par exemple dire ce qu'on pense de la réforme, non pas du collège qui vient d'avoir lieu, mais celle de Châtel, du lycée, on n'en parle pas. C'est un des chantiers, des défis. Oui. Voilà, inscrivons les choses au long cours pour voir ce qui se passe pour l'intérêt des élèves. N'oublions pas qu'il y a 100 000 élèves qui sortent du système scolaire sans qualification, qu'il y a environ 20% des élèves qui sortent du primaire sans avoir les niveaux de compétences requises. Donc c'est un vrai souci, c'est ça l'objectif. Vous parliez d'une vision qu'il faut avoir justement pour l'école. Quelle devrait-elle être cette vision? D'abord une école où on a plaisir à aller, que l'on soit enseignant ou élève. Et je ne suis pas certain que cette condition soit remplie dans tous les cas. Je pense que l'école doit redevenir un lieu de savoir élémentaire. Quand même assez triste qu'aujourd'hui encore, on fixe comme objectif de savoir lire et écrire et compter, alors que c'est quand même quelque chose qui devrait être acquis depuis des décennies et des décennies. Voilà, mais je pense encore une fois que l'école ne peut pas avancer si elle ne réussit pas l'épanouissement de ce que Ségolène Royal appelait déjà la communauté éducative. Donc les enseignants, les parents d'élèves et les élèves, naturellement. Sur cette vision de l'école, en mot de conclusion, peut-être avec vous, Nathalie Mons? Je crois que lorsqu'on a regardé la campagne, finalement, on avait, la plupart des candidats n'avaient justement pas cette vision de long terme pour l'école. Il n'y a aucun projet, c'est vrai, global. Et c'est ce qui fait bien la différence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à l'étranger, là encore, on peut finalement développer l'éducation sur plusieurs décennies parce que on réfléchit sur finalement la société dans laquelle et les qualités du coup des élèves pour le futur. Donc ça veut dire la collaboration, apprendre autrement, être évalué autrement, la créativité. Pour l'instant, c'est quand même très absent de l'école française. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Mons, merci à vous Frédéric Rollet, merci Hervé-Jean Leniger et merci Michel Fize. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les larmes de Charlie et compagnie, aux éditions LGO Éditions. Merci à vous, merci à tous les quatre. On parlait justement de cette réforme des rythmes scolaires. Je vous propose d'écouter la réaction de Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, le président de la commission des lois au Sénat, qui était au micro de Saveria Roget il y a quelques instants. Philippe Bas, bonjour. Bonjour. Vous interpellez donc Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour lui demander de rendre publiques les modalités concernant les rythmes scolaires. Est-ce qu'il y a un problème selon vous et quel est-il? Le problème principal, c'est que du temps de M. Peillon, on a imposé aux communes de prendre à leur charge des responsabilités qui relèvent de l'éducation nationale. On a fait la semaine de 4 jours et demi pour les enfants des écoles et on a demandé aux communes d'organiser des activités culturelles ou sportives qui sont aussi dans les programmes de l'éducation nationale, car bien sûr on fait du chant, de la musique, voire du théâtre à l'école. Et cela a entraîné des charges très lourdes pour les communes. Elles l'ont fait avec bonne volonté, mais au moment où les dotations des communes diminuaient fortement, il a fallu en plus assumer des charges nouvelles. Alors, nous sommes en général heureux à l'idée que la contrainte soit supprimée et qu'on laisse la liberté aux communes. Mais j'attire l'attention du ministre sur le fait qu'il faut faire ça avec un minimum d'ordre pour éviter la confusion. Vous demandez une clarification. Mais oui, car il ne suffit pas d'énoncer des idées en l'air. Le changement de rythme scolaire, ça implique des changements dans les transports, des changements dans l'organisation des cantines, des changements aussi dans l'organisation des activités en dehors de l'école, que les communes et les communautés de communes ont accepté de mettre en œuvre dans le cadre de cette réforme si difficile qu'avait mise
en application le précédent gouvernement. Est-ce que ce changement, qui va pouvoir donc être mis en place dès la prochaine rentrée scolaire, pour ceux qui le décident, les communes qui le décident, est-ce qu'il arrive trop vite? Est-ce que c'est trop rapide? Mais en réalité, ce qui a suscité de ma part l'interpellation du ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il a fait dans le journal Le Monde un interview dans lequel je l'ai trouvé très en retrait par rapport à ce que le président de la République, M. Macron, avait annoncé. Et je me suis dit, s'il est en retrait, c'est qu'il a bien mesuré la difficulté de mettre en œuvre les choses à la prochaine rentrée. Je souhaite, moi, que cette liberté puisse aller le plus vite possible, mais pour qu'elle puisse aller le plus vite possible, il faut ne pas perdre de temps. Ça veut dire qu'il faut que dès maintenant, le ministère de l'Éducation nationale décrive les modalités de cette liberté rendue aux communes, aux maires, de faire la semaine de 4 jours et de ne plus avoir à prendre en charge ces activités supplémentaires qui, par ailleurs, sur le plan de la vie des enfants, ne fait pas que des heureux, puisque ce sont aussi des fatigues supplémentaires pour les enfants jeunes. Donc on a bien compris de la clarification. Merci beaucoup. Merci Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Il est bientôt 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres de Politique 360. Vers une prolongation de l'état d'urgence, il devait arriver à échéance le 15 juillet. Emmanuel Macron demandera aux parlementaires de voter son allongement jusqu'au 1er novembre. Le chef de l'État qui promet aussi une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste après l'attentat de Manchester. Pas question de démissionner pour Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, épinglé par le Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique, il a fait louer par les mutuelles de Bretagne, dont il était le directeur, des locaux appartenant à sa compagne. Le détail dans un instant. Et si cette pratique n'est pas illégale, cette révélation tombe mal pour l'exécutif qui veut faire de la moralisation de la vie publique une des premières grandes réformes du quinquennat. Analyse et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Politique360. Je vous le disais à l'instant, l'état d'urgence va être prolongé au moins jusqu'au 1er novembre. C'est une des conséquences de l'attentat de Manchester. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Édouard Philippe, on l'écoute. L'état d'urgence qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie en assurant le bon déroulement des élections présidentielles et législatives est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Cette prorogation sera limitée au temps nécessaire à l'examen d'un projet de loi qui inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées, la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. Et dans notre multiplex, direction la salle des conférences pour une réaction de Jean-Marie Bockel aux côtés de Saveria Rojek. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Alors Emmanuel Macron demande donc la prolongation de l'état d'urgence. Il annonce également une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste. Est-ce qu'une nouvelle loi est vraiment nécessaire ? Je pense qu'on est confronté, et on le sait depuis longtemps en France, à un problème non pas de compétences, non pas de volonté politique, elle existe depuis le début des attentats, c'est incontestable, mais un problème de meilleure coordination. Des efforts ont été faits, mais vu la gravité, la permanence, voire les risques de montée en puissance de la menace, la coordination est une nécessité. Pour affirmer cette coordination, peut-être qu'une loi est nécessaire. En tout cas, l'idée me paraît incontestable. Pour qu'on comprenne bien, pour améliorer la coordination de la lutte antiterroriste, il faut une nouvelle loi. Je ne sais pas s'il faut une nouvelle loi, mais je dis que s'il y a une nouvelle loi, pour que ça ne soit pas simplement une loi d'affichage, de volonté de bien faire, comme on fait trop souvent en France, s'il faut lui donner un contenu, l'élément qui me vient spontanément à l'esprit en termes de contenu utile, c'est d'améliorer notre principal point encore faible, améliorable, disons, même si des efforts ont été faits, c'est le risque de dispersion des services et donc la nécessité de coordonner. Pour être plus précis, l'actuel coordonnateur qui avait été mis en place par le prédécesseur de M. Macron à l'Élysée, tout le monde sait qu'il joue un rôle
assez limité, que son poids est faible par rapport à des services qui sont, eux, chacun dans leur domaine, assez forts, mais encore trop cloisonnés, moins qu'ils ne l'étaient, mais encore trop. Donc je pense que la marge de progrès, c'est là qu'elle est. Et qu'une loi précise, affirme cela, donne de la lisibilité, de la clarté à cette évolution nécessaire, pourquoi pas. Et donc, vous pourriez la voter. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui membre du groupe centriste au Sénat. Tout à fait. Écoutez, moi je suis de manière générale, que ce soit sur ce sujet ou par rapport à la présidence Macron et à sa volonté de réforme, je suis, comme la plupart de mes amis centristes, dans un état d'esprit extrêmement constructif. Donc vous allez soutenir la majorité gouvernementale au Parlement ? Alors là, nous avons plusieurs questions qui sont sur la table. D'abord, qui sera la majorité gouvernementale? Ça dépend tout de même un petit peu du résultat de l'élection législative. Est-ce qu'on va vers un seul groupe tout puissant? Est-ce que c'est l'idéal pour un pays comme la France? Ou est-ce qu'on va vers une coalition qui passe forcément par une discussion entre les macronistes, les centristes, puisque vous parlez à un centriste, sur un projet de gouvernement qui, naturellement, à bien des égards, serait le projet du président, mais peut-être amélioré. Tout ça, c'est des choses qui sont sur la table, mais auxquelles, en ce qui me concerne, je suis naturellement, en tant que parlementaire, tout à fait prêt à participer. Mais Jean-Marie Bockel, s'il y avait, après les sénatoriales de septembre, un groupe En Marche au Sénat qui irait des socialistes à certains républicains, est-ce que vous pourriez en faire partie? Est-ce que le groupe centriste est amené à disparaître au Sénat? Je ne sais pas si les choses attendront septembre. Moi, je pense qu'à partir du 19 juin, avec la nouvelle Assemblée nationale, toutes les lignes vont bouger. Nous nous sommes vus hier avec les centristes, je dirais toutes sensibilités confondues, du MoDem à l'UDI, les indépendants. Et nous avons également, évidemment, un dialogue avec les gens du RDSE, dont certains sont des radicaux. Moi, je suis radical, eux, ils sont radicaux de gauche. Donc, il y a des convergences, il y a des passerelles. Notre idée à nous, c'est qu'il faut préserver un groupe centriste, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On peut être dans la majorité sans être dans un groupe macroniste. Donc moi, je ne suis pas dans l'idée de privilégier d'être dans un grand groupe macroniste, mais l'idée qui est un groupe centriste avec son autonomie, sa capacité aussi de discussion, voire même de désaccord lorsqu'il le faudra, mais dans un esprit constructif. C'est ça pour moi le bon chemin, et la plupart des centristes, en tout cas hier, penser cela. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Marie Bockel d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour cette réaction enregistrée cet après-midi. C'est une affaire embarrassante pour l'exécutif. Si elle n'est pas illégale, elle tombe mal pour le gouvernement qui veut moraliser la vie politique. Richard Ferrand, le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires, a fait louer aux Mutuelles de Bretagne, dont il était directeur, des locaux appartenant à sa compagne. L'opposition réclame sa démission. Héloïse Grégoire. L'affaire date de 2011 et vise le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Le Canard enchaîné, dans son édition du jour, rapporte un petit arrangement familial. À l'époque, Richard Ferrand dirigeait les Mutuelles de Bretagne et veut y installer un centre de soins. La mutuelle loue le local d'une société civile immobilière détenue par sa compagne qui va réaliser au passage une confortable plus-value. Les parts de la SCI vont être multipliées par 3000 en 6 ans. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement insiste sur la probité de Richard Ferrand. Il n'y a pas de mise en cause par le Canard enchaîné de Richard Ferrand. Il y a une information que Richard Ferrand lui-même ne conteste pas, qui relève d'un acte qui n'est pas délictuel ni pénal, d'un acte de droit commun. Donc il nous saurait être question de sa démission. Un peu plus tôt dans la matinée, le principal intéressé déclare qu'il n'y a pas d'affaire. C'est quelque chose qui a été fait voici 6 ou 7 ans, qui depuis a fait l'objet d'ailleurs d'un renouvellement de bail. Donc ça veut dire que les gens se satisfont de l'endroit où est situé ce local. C'est une sorte de cadeau de bienvenue pour ma nomination au gouvernement, où l'on essaye de faire d'un acte de gestion banal une pseudo-affaire. Rien d'illégal, aucun argent public détourné, mais ce qui s'apparente à du favoritisme tombe au mauvais moment. Alors que le ministre de la Justice a débuté les consultations pour son projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Le Canard enchaîné révèle également l'emploi du fils de Richard Ferrand en 2014 en tant qu'assistant parlementaire pour quelques mois et pour un montant total brut de 8 704 €.
Les réactions politiques n'ont pas tardé. Marine Le Pen réclame la démission du ministre. De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste demande solennellement au Premier ministre et au ministre de la Justice de s'exprimer sur ces révélations. Et autre réaction, celle du sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. On l'écoute, il répond à Saveria Rojek. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour. Avant de parler recomposition politique à gauche, une réaction bien sûr à cette affaire Ferrand. Marine Le Pen, elle demande la démission du ministre. Le PS exige des explications. Est-ce que selon vous, Richard Ferrand doit démissionner ou doit en tout cas mieux s'expliquer? Je crois que ça pose la question de cette séparation claire qui doit exister aujourd'hui entre les élus, la défense de l'intérêt général, ce pourquoi ils sont censés être élus, et le monde de l'économique ou de la finance, qui une fois de plus montre bien qu'il y a des connexions proches parfois, dommageables pour la République et qui désespèrent le peuple qui s'exprime avec le vote que l'on sait à cette présidentielle qu'on vient de vivre. Mais faut-il oui ou non que Richard Ferrand démissionne? Écoutez, ça ne m'appartient pas cette décision, ça pose la question au président de la République, au Premier ministre de ce gouvernement, qui avait pris des engagements sur ce sujet. C'est d'ailleurs le premier texte qui va venir, si j'ai bien compris, au Sénat. Moralisation, nous sommes, nous, complètement d'accord avec l'idée d'une déconnexion complète entre le monde des affaires et le monde des politiques. Mais est-ce que selon vous, déjà, ça entache la crédibilité du gouvernement, cette affaire, sur ce texte, sur cette grande réforme de moralisation de la vie publique? Ça pose aussi la question, à mon avis, de la haute autorité sur la transparence de la vie publique qui s'est mise en place après l'affaire Cahuzac, qui a été dévastatrice pour notre République. Et je pose la question des moyens de cette haute autorité. Est-ce que véritablement elle a tous les moyens pour investiguer sur les gens que l'on pressent pour être présents au gouvernement? Voilà, les précautions apparemment avaient été prises. Et je constate que grâce à la presse, on apprend que des affaires à nouveau impliquent un nouvel élu de cette République. Ça pose un sacré problème. Alors, on ne connaît pas encore les détails, bien sûr, de cette réforme, mais la lutte contre la corruption, la moralisation de ces pratiques sont des dossiers que vous connaissez bien. Est-ce que vous allez voter, oui ou non, ce texte? Écoutez, je ne peux pas vous dire si oui ou non je voterai ce texte dont je ne connais pas la teneur aujourd'hui, mais ce qui est évident, c'est qu'il est urgent dans cette République de voter, comme en 2005 on l'a fait pour séparer l'Église et l'État. Il faut absolument, définitivement, voter une loi de séparation entre la finance et l'État et le monde économique globalement, puisque défendre l'intérêt général, ça n'est pas défendre l'intérêt particulier. Là, on parle de moralisation des élus. Oui, mais ça fait partie de ça, la moralisation. Les rapports à l'argent, le statut de l'élu, l'intégrité des élus de la République, ça passe par là aussi. Donc on verra le texte en question, mais nous serons très vigilants, bien évidemment, parce que nous sommes convaincus de la nécessité de séparer les choses. Éric Bocquet, le Sénat va connaître également une grande recomposition politique après les sénatoriales de septembre. Certains à gauche, comme François Patriat, veulent un grand groupe en marche qui irait de beaucoup de socialistes à certains républicains. Que vont devenir les communistes? Nous sommes pour la pluralité des opinions, y compris dans les assemblées. Vous savez, la période qu'on est en train de vivre, c'est la concrétisation peut-être de cette 13e voie qui est recherchée depuis quelques décennies maintenant pour gérer la société. Ni droite ni gauche, on connaît ça, c'est un vieux couplet. Et peut-être que le libéralisme a trouvé son candidat à travers M. Macron, son gouvernement. Mais vous pourriez soutenir la majorité gouvernementale au Sénat? Nous soutiendrons toujours l'intérêt général. Donc nous jugerons sur des textes, mais quand je vois les débats qui s'engagent sur la loi travail, par exemple, sur la moralisation de la vie politique, nous jugerons sur pièce, sans a priori, mais toujours dans le sens de l'intérêt général. Très bien. Merci beaucoup. Merci Éric Bocquet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. De rien. Et on va continuer d'évoquer les enjeux de la moralisation de la vie politique avec mes invités dans le débat. Et mes invités ce soir, Catherine Procaccia, bonsoir. Vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Alain Richard est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur socialiste du Val-de-Marne. J'accueille également du Val-d'Oise. Suzanne Vergnol, bonsoir. Vous êtes doctorante en droit, administratrice de l'association Regard Citoyen. Et puis j'accueille enfin André Gattolin. Vous êtes sénateur écologiste des Hauts-de-Seine. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, peut-être Catherine Procaccia. On voit cette affaire Richard Ferrand. Est-ce que vous dites que c'est le premier accroc dans le quinquennat d'Emmanuel Macron? Quelle est votre réaction? Pourquoi le premier accroc? D'abord, faut-il en savoir un petit peu plus? On est toujours en train de se poser des questions. Il me semble, ce qui est entre guillemets reproché, il n'était pas encore, je ne sais pas s'il était politique, en tout cas il n'était pas ministre, il n'était peut-être pas parlementaire.
Avant de jeter l'opprobre aux élus, regardons d'un peu plus près ce qui s'est passé. Mis à part que ceux qui nous disent on va laver plus blanc que blanc, eh bien, il y a parfois des difficultés d'être plus blanc que blanc, puisque la vie fait que, dans un certain nombre de circonstances, peut-être que certains, à la lumière des règles de 2017, ne se comportent pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans comme il le fallait maintenant. André Gattolin, est-ce que c'est quand même compliqué de faire partie d'un gouvernement qui a fait de la moralisation une de ses priorités, quand on est parfois peut-être pas forcément exemplaire? Entre les discours et puis les pratiques individuelles, c'est toujours complexe. Et on ne peut pas garantir que toute personne... Moi, j'ai lu l'article, comme tout le monde, du journal satirique du mercredi. Il était question d'un espace de 379 mètres carrés loué 3 500 € par mois. Est-ce que c'est excessif? Est-ce que, effectivement, le client a été lésé? Après, le mode de financement, il est bien dit, était légal. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on veut tout légaliser. Le problème, c'est d'abord la question de l'éthique personnelle des parlementaires. On doit se poser, ou des élus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui nous paraît juste de faire avant de se dire, la loi l'autorise, ou la loi l'autorise pas. Si la loi l'autorise pas, il faut pas y aller. Mais si la loi l'autorise, parfois, il faut se poser la question de savoir soi-même en conscience si ce qu'on fait est bien ou pas. Alain Richard, une réaction justement. Je crois comprendre que Richard Ferrand a dit qu'il ne le referait pas. J'ai rien à ajouter. Pour l'emploi de son fils, parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement à la fois le soupçon de favoritisme et l'emploi familial de son fils. Je ne sais pas s'il avait des objectifs politiques quand ce contrat était passé par sa mutuelle. S'il imaginait qu'il aurait des responsabilités politiques nationales, je pense qu'il aurait eu le réflexe de dire « je ne le fais pas parce que ça constitue un revenu pour ma conjointe ». Donc voilà. Peut-être une réaction, Suzanne Vergnol aussi. Je posais cette question à André Gattolin. Est-ce que ça vous gêne? On sait que certaines personnes ont appelé à sa démission. On sait que la moralisation, c'est une des priorités du quinquennat d'Emmanuel Macron. Effectivement, oui. Ça a été, au moins pendant la campagne, une de ses priorités. Ça a été aussi... vraiment l'objet de la campagne présidentielle, avec des grosses questions sur l'utilisation des fonds publics, etc. Donc il y a un vrai questionnement qu'il faut avoir aujourd'hui et de nombreuses questions qui restent à ce jour sans réponse. Alors effectivement, on peut prendre des cas particuliers de certains ministres, mais il y a globalement un cas éthique et législatif à traiter. Alors Catherine Procaccia, on va quand même parler de ce projet de loi sur la moralisation de la vie publique. On sait que François Bayrou, le nouveau garde des Sceaux, a commencé les consultations. D'ailleurs, les associations citoyennes qui, sur la transparence, ont commencé à être reçues. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous dites on a déjà trop de lois sur la moralisation? À force, ça jette la suspicion sur les parlementaires, ou est-ce que vous êtes plutôt favorable, justement, à une nouvelle loi? Déjà, dire le mot moralisation, ça condamne les politiques, tous les politiques. Si on veut faire une nouvelle loi de moralisation, ça veut dire qu'on n'a pas de morale, et ça, en tant que tel, le terme me choque. Deuxièmement, on sort d'une campagne présidentielle marquée aussi par l'affaire Pénélope Fillon. Il y a peut-être encore des choses. Oui, mais faut-il que les choses soient claires? Et jusqu'à présent, les choses ne sont pas claires. Donc, si effectivement on vote une loi, qu'un parlementaire sache qu'il peut faire ci, qu'il ne peut pas faire ça, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, je ne parle pas de la notion d'emploi fictif, mais je parle de tout ce qui peut être dans ce texte. Et pourquoi, dans le projet de loi, ça ne concernerait que les parlementaires? Les parlementaires, c'est un monde marginal, entre guillemets, même si on est 900, même si chacun embauche une personne, entre guillemets, une personne, puisque de toute façon, on n'a pas le droit à plus de personnes. Et ce n'est pas l'ensemble de la vie politique. Si on fait des règles, ce ne sont pas pour les parlementaires, ce sont pour l'ensemble des politiques. Et de ce que je sais des fonctionnements des conseils généraux, enfin maintenant départementaux, régionaux, des mairies et autres, les emplois, que ce soit familiaux, donc vous êtes d'accord pour une loi, mais il faut qu'elle s'étende à tous les élus. Mais il faut qu'elle soit pour tout le monde, et surtout que les règles soient bien claires, et qu'on n'aille pas reprocher à
n'importe quel maire, je veux dire, si ça s'étend au maire, d'avoir embauché il y a 10 ans quelqu'un, le cousin ou un ami, parce que ça sera interdit en 2017 ou en 2018 et que ça ne l'était pas à l'époque. Donc ne faisons pas du rétroactif par rapport à la morale. Ouais. André Gattolin, vous qu'attendez-vous de cette nouvelle loi sur la moralisation? On en connaît un petit peu les contenus, ça a été rappelé, l'interdiction des emplois familiaux, mais aussi des activités de conseil, fiscalisation de l'IRFM, pas de condamnation, et puis peut-être l'interdiction aussi de briguer 3 mandats successifs. Pas de condamnation, évidemment, moi ça me paraît important, ça paraît logique. Fiscalisation de l'IRFM, alors si c'est des indemnités de frais de mandat dans les entreprises, les frais ne sont pas fiscalisés, donc il faudra définir. Moi j'ai trouvé que c'était une formulation un petit peu rapide. En tous les cas, il faut dire une chose, c'est que l'indemnité parlementaire a toujours été faible, elle était basée sur des règles de la fonction publique par M. Méhaignerie qui avait proposé cela, et comme ça s'était jugé trop faible par rapport aux responsabilités, on a étendu l'IRFM de manière inconsidérée et pendant longtemps sans contrôle. C'est ça qu'il faut juger, évaluer. Donc là-dessus, bien sûr, la limitation des mandats dans le temps, parce que je pense que la politique n'est pas une profession, c'est une vocation. Il est bon que les gens aient une expérience, viennent de la société, retournent vers la société. Alors effectivement, quand j'écoute mon camarade Éric Bocquet tout à l'heure, si tout le monde doit avoir été fonctionnaire dans sa vie pour être parlementaire, ils sont déjà très fortement surreprésentés. Oui, il y aura des gens qui viendront de la société civile. Comment ils régleront leurs problèmes, effectivement, de conflits d'intérêts, ça c'est très important à regarder. Mais vous pouvez avoir des conflits d'intérêts tout en étant aussi un haut fonctionnaire. Ce n'est pas une garantie de probité absolue, je suis désolé, ou en tous les cas, on ne va pas interdire la fonction de parlementaire à des gens sous prétexte qu'ils ont eu des responsabilités économiques ou qu'ils en conservent. Alain Richard, les 5 mesures que je viens d'évoquer, vont-elles suffire justement à moraliser la vie politique, selon vous? Moi, il me semble que pour établir quelque chose de vraiment stable et très visible par les citoyens, parce que c'est ça l'enjeu, je préconise que, en effet, on fixe des règles nettement plus strictes et plus précises sur l'emploi de l'indemnité de frais, représentative de frais, qu'on clarifie et qu'on limite le droit de tirer des revenus d'une autre activité professionnelle pendant qu'on est parlementaire. Je comprends très bien pour les gens qui viennent du monde de l'entreprise qu'ils souhaitent garder un lien avec leur entreprise ou avec leur profession libérale. Simplement, ce principe existe déjà pour les avocats. Les avocats peuvent poursuivre leur activité, mais ne peuvent pas plaider dans un certain nombre d'affaires parce qu'il y a une présomption de conflit d'intérêts. Il faut élargir cette règle, notamment aux autres professions de consultants ou d'intervenants de ce type. Je pense aussi que nous aurions intérêt à réfléchir encore sur l'affaire de la durée de mandat parce que, pour moi, c'est un principe de liberté de candidature et de liberté de l'électeur. Quand les électeurs considèrent que quelqu'un a assez servi dans son mandat, c'est à eux de le dire. En revanche, est-ce que, si je me transporte dans le passé, on aurait dû dire à Jaurès, vous ne pouvez pas rester député dans la législature 2010-2014, parce que vous avez déjà fait 3 mandats, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Et je pense que le Conseil constitutionnel se posera des questions sur ce point-là. Je ne connais aucune démocratie. Je ne connais aucune démocratie où on applique ce principe de durée, d'interdiction de candidature. On comprend bien l'intention, c'est aussi une volonté peut-être de renouvellement de la classe politique. Je ne connais aucune démocratie où on applique ce principe d'interdiction de candidature à des membres d'un corps législatif. Aucune. Votre réaction, Suzanne Vergnol, quand vous entendez les parlementaires, les sénateurs présents sur ce plateau, justement? Alors, nous, donc, chez Regard Citoyen, on a une position assez forte sur l'IRFM, notamment parce que, justement, cette semaine, nous avons lancé une nouvelle campagne sur l'IRFM, sur la transparence de l'IRFM. Et donc, ce qu'on a lancé cette semaine, c'est de rendre transparents les comptes donc qui sont des comptes dédiés à l'IRFM, des députés. Cette semaine, on a lancé les députés. Et l'idée, c'est vraiment de faire la transparence parce qu'on considère... Vous ferez les sénateurs aussi ? On fera les sénateurs dans un deuxième temps, mais le calendrier était plus propice aux députés. Il y a les élections qui arrivent et on veut vraiment un vrai
une vraie question sur la transparence de cette utilisation. Il y a eu beaucoup de scandales liés à des mauvaises utilisations de cette indemnité qui est parfaitement normale, qui est justifiée. Encore aujourd'hui, un député, c'est Mediapart qui le révèle, qui a utilisé cette indemnité à des fins personnelles. Exactement, et donc comme donc l'indemnité est en fait pour éviter d'avoir à tenir une comptabilité, d'éviter d'avoir à prouver des factures, etc., il faut faire cette transparence. Et cette transparence, de cette transparence viendra ensuite le contrôle. Le contrôle, il peut être fait soit par une autorité administrative, il peut être fait aussi par des citoyens, comme beaucoup de choses. Pardon, mais ce que vous dites n'est pas logique. À partir du moment où il y a cette exigence de vérification ligne par ligne, ça veut dire qu'il faut garder tous les justificatifs. Donc il faut tenir une comptabilité. Ça va être le sujet. Et on ne paye pas tout par chèque et par carte de crédit. Il faut travailler là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez trop vite là dans votre raisonnement. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de comptabilité. On puisse vérifier. Mais est-ce que vous connaissez au moins ça? Oui. Oui, donc quand on dit petit début. Voilà, quand on dit qu'on n'a pas de règles, je pense qu'il ne faut pas comprendre. On n'a pas dit ça, Catherine Procaccia. Non, mais c'est un peu ce que dit. Et ce qu'on dit, il y a quand même une différence entre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, où, pour avoir discuté, ils n'ont pas ces règles, ils n'ont pas comme nous l'obligation de rendre en fin de mandat les sommes qui n'ont pas été dépensées, et nous pouvons être soumis à un contrôle par rapport c'est une sorte de guide de bonne conduite, de bonne pratique. C'est un guide de bonne pratique, mais nous, au Sénat, je peux vous assurer que les règles Est-ce que vous seriez favorable à une fiscalisation, à payer des impôts sur votre IRFM, Catherine Procaccia? C'est de ça qu'il s'agit. Si on a fiscalisation, c'est que c'est un revenu. Voilà. Donc si un revenu, c'est un revenu personnel et je n'ai pas de compte à rendre. Par contre, si ce sont des notes de frais, eh ben on nous rembourse sur note de frais et on n'est pas fiscalisé. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Alain Richard, des notes de frais sur lesquelles on va en plus payer des impôts, là, il y a une limite quand même. Alain Richard. Il y a un débat qui est connu, et tu faisais allusion, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que, en termes de niveau de responsabilité, le niveau de l'indemnité parlementaire en tant que revenu est un peu faible. D'ailleurs, quand on voit ce qui s'est passé pour les membres du gouvernement, il y a eu une augmentation. Et en réalité, si quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas comment c'est arrivé sur le bureau de François Bayrou, mais enfin, il y a quelqu'un qui a dit il faut fiscaliser. Si on dit ça, ça veut dire que ça devient un revenu. Ça devient un revenu. Donc on cumule effectivement IRFM et honnêtement, un revenu qui passerait de 6 000 à 12 000, ça me paraît pas très raisonnable non plus. C'est compliqué à faire admettre par l'opinion publique, ça, Suzanne Verniol, sur cette question précise? Nous, chez Regard Citoyen, on est complètement contre la fiscalisation de l'IRFM. Justement, c'est vraiment pour rembourser des frais réels. Et ça serait comme si on voulait fiscaliser le budget des maires de la mairie. Donc c'est complètement contre-productif. Donc on est absolument contre. En fait, ce qu'on pousse vraiment, c'est une transparence sur les relevés bancaires pour essayer de comprendre quelles sont les dépenses et quels sont les abus potentiels. André Gattolin, on évoquait les propositions qui sont sur la table, qui sont certainement j'ai toutes mes notes de frais conservées jusqu'au centime près depuis le début de mon mandat. François Bayrou. Il y a aussi des propositions de René Dosière sur peut-être quelque chose qui est sensible aussi ici, c'est la suppression de la réserve parlementaire. Alors vous, est-ce que vous souhaitez que cette disposition soit intégrée dans le futur projet de loi? Moi, personnellement, je préférerais qu'on supprime la réserve parlementaire. C'est un sac de nœuds à gérer. Nous avons de plus en plus d'associations, malheureusement, qui souffrent. Moi, je donne pratiquement qu'à des associations. On a des centaines de dossiers. On fait que des mécontents. On n'est pas toujours... Moi, je demande des comptes aux associations que je soutiens. Je veux qu'elles me rendent des comptes de l'utilisation. Et souvent, j'ai des gens qui ont des grands discours éthiques et je me rends compte, au bout du compte, qu'ils n'ont pas toujours utilisé l'argent comme c'était convenu. Et franchement, ça nous fait perdre trop de temps. C'est-à-dire, donc, on la supprime. C'est une espèce d'avantage. Moi, ça m'occupe pour le faire bien, un temps plein pendant 2 mois, au minimum. Catherine Procaccia, on la supprime, cette réserve parlementaire? Je dirais que moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème, parce que c'est un problème de gestion, c'est lourd, il manque toujours un document. Moi, je ne donne quasiment qu'à des collectivités sur des projets que choisissent les collectivités sur lesquels je n'interviens pas, et chaque année, je tourne sur les collectivités. Mais c'est possible parce que moi, je suis dans un département où ce sont des grosses communes. Quand vous avez des collègues qui ont 700 communes, et bien sur 6 ans de Parlement, ils ne pourront jamais donner aux 700 communes un peu d'argent. Donc, ça me pose pas de problème. Par contre, les communes, quand déjà l'année dernière,
il était question de supprimer l'IRFM, enfin pas l'IRFM, la réserve ou la dotation d'action parlementaire, et qu'on leur a dit vous aurez peut-être pas ça, mais ils disent mais les 5 000 € que vous nous donnez ou les 10 000 €, l'État nous le donnera pas. Donc cet argent qui va vers les collectivités, en tout cas pour ma part et pour la plupart des sénateurs, vers les collectivités, les collectivités qui ont déjà plus de sous, ils auront même... Je suis juste gêné parce que les collectivités, moi je refuse de donner, je donne très peu, et dans mon département, ce sont mes grands électeurs. 92, c'est un peu spécifique. Oui, mais mais ce sont mes grands électeurs. Donc si je donne des subventions à une collectivité où je vais avoir les gens qui vont voter pour moi, c'est pour ça que je veux pas... Un soupçon, il y a 5 ans. Tu sais, c'est tout l'enjeu justement de ce soupçon de clientélisme, Catherine Procaccia. Alain Richard, sur cette question. Moi je suis ami avec René Dosière et je partage 80% de ce qu'il raconte. Il est obsessionnel là-dessus. Et les 20%. Mais honnêtement, la réserve parlementaire dedans. Ou bien nous sommes capables de délibérer sur le budget de la nation et de porter une appréciation sur les 30 milliards que nous mettons sur le budget de la défense ou sur les 35 milliards que nous mettons sur le budget de l'éducation nationale. Mais on n'est pas capable de dépenser 130 000 € pour aider des collectivités. Enfin, franchement, on a instauré la transparence sur l'utilisation de la réserve. Il est possible, il y avait rien à cacher. aux gens qui ont demandé de la réserve et qui ne l'ont pas eu, ou aux associations citoyennes de regarder ce qu'on en fait, mais je ne trouve pas indécent que quelqu'un à qui on... Oui, mais vous entendez l'argument d'André Gattolin, ce sont aussi parfois les grands électeurs qui peuvent bénéficier directement ou indirectement de ces fonds. De statuer sur un peu d'argent public fléché vers des investissements publics. C'est pas la vocation. Je vous rappelle que c'est quand même le préfet qui distribue les fonds, que ça passe par le ministère de l'Intérieur. C'est pas de l'argent que nous avons, c'est des dossiers qui sont soumis au ministère de l'Intérieur. Quelle est la position de Regard Citoyen, l'association que vous représentez sur ce plateau, sur ce point de cette réserve parlementaire? On a instauré, juste pour le petit rappel, la question de la réserve parlementaire et de la transparence de la réserve parlementaire. Ça a été quand même un contentieux mené par une personne privée afin de faire la transparence. On était quelques-uns à le faire déjà, vous savez. Oui, mais le fichier n'existait pas, donc il y avait quand même un vrai problème sur la transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une meilleure équité dans la répartition de la réserve parlementaire. Il y a eu des sénateurs ou des députés qui favorisaient certains, etc., qui se sont peut-être dit, maintenant que c'est transparent, il y a un vrai problème. Donc, il faut que je fasse attention. Et donc là, sur la question de savoir à qui doit aller, on se pose vraiment beaucoup plus de questions. Et c'est une bonne chose. Et je pense que du coup, pour tout le contentieux qui a existé, qui a été porté par une personne privée, a vraiment porté ses fruits. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Sénat a publié... mon sentiment de ne pas la supprimer. Alors, chez Regard Citoyen, on n'a pas une position complètement discutée, mais on pense qu'effectivement, la chose qui est absolument nécessaire, c'est de la transparence, afin qu'on puisse avoir un contrôle dessus. Moi, je préférerais que le temps de nos collaborateurs soit consacré au travail parlementaire, parce qu'un des vrais soucis aujourd'hui, on dit trop... tu peux ne pas prendre ta réserve parlementaire. Oui, tu ne la prends pas, elle est redistribuée. C'est un vrai souci. Moi, je suis pour qu'on supprime, qu'on simplifie le travail. Et il y a un vrai problème, c'est qu'on dit, attention, les parlementaires touchent trop d'argent, attention, il y a trop de parlementaires. Mais les conditions des parlementaires, pour nos collaborateurs, on a 6 000 € en net par mois pour avoir des gens très qualifiés pour faire face à une administration qui n'est pas toujours compatissante avec notre travail. Je rappelle, en Allemagne, les parlementaires ont un budget de 24 000 € pour leurs collaborateurs. Ils ont obligation d'avoir un directeur de cabinet, un secrétariat. Ça permet de rendre des comptes. Moi, je veux bien faire la transparence si je ne passe pas mes nuits à calculer mes notes de frais. Je fais déjà tous les week-ends une comptabilité de ce que je dépense au cas où on me demanderait des comptes. Mais franchement, on a peut-être mieux à faire. Il faut une vraie capacité, des vrais moyens, pouvoir employer des gens réellement qualifiés pour pas qu'on vienne nous dire... Catherine Procaccia, on arrive bientôt au terme de ce débat. Est-ce qu'a priori, vous allez voter ce texte, même si on ne connaît pas encore dans le détail le projet de loi qui sera présenté très prochainement? Je pense que sur le projet de loi, il y a des dispositions que je voterai. Et peut-être d'autres que je ne voterai pas. Un projet de loi, on ne le vote pas comme ça. On vote amendement par amendement, texte par texte. Pour l'instant, on n'a que des grands textes. En tout cas, s'il ne s'agit que des parlementaires... plutôt favorable. S'il ne s'agit que des parlementaires et pas de l'ensemble des élus,
alors là, moi j'y serais opposée parce que je ne vois pas pourquoi les parlementaires seraient mis à l'index. On fait des règles pour tous les politiques ou on n'en fait pas que pour certains. Même question pour vous, Alain Richard, André Gattolin, un accueil plutôt favorable à ce premier texte qui sera porté par François Bayrou. Par principe, je soutiendrai ça. Mais enfin, il faut que François Bayrou discute méthodiquement avec les parlementaires. Ouais. Merci à vous. Pas rester dans les généralités. Vergnol, merci Alain Richard, merci Catherine Procaccia. Moi aussi, je suis plutôt André favorable, mais Gattolin. même avis. Alors exactement le même avis. Merci. Avant de se quitter, regardez, c'est un document exclusif pour Public Sénat. Les remords de Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande. Il était l'invité de l'émission d'Hélène Risser. Déshabillons-les, on l'écoute. Est-ce que ça aurait pu être aussi que François Hollande réagisse au livre? Parce que c'est vrai qu'il ne l'a jamais fait. On a l'impression qu'il a pris la déferlante de manière, on va dire, complètement passive, qu'il l'a subi, ce livre. C'est une question que je me suis souvent posée, qu'on s'est souvent posée. La réalité, c'est que le cadrage médiatique était tellement négatif à ce moment-là qu'en réalité, ça l'aurait placé, lui, en position de commentateur de telle ou telle petite phrase. Et ça, je ne suis pas sûr que c'était souhaitable. Et bon, après, c'est mon intuition, peut-être que je peux me tromper là aussi. En revanche, je pense que collectivement, nous, c'est-à-dire ces conseillers, ces ministres, les parlementaires de la majorité, peut-être d'autres, nous aurions peut-être dû monter davantage au front pour le défendre. Moi, c'est vrai qu'à la suite du livre de Davé et l'homme, j'étais plutôt partisan de ne pas monter au front tout de suite, d'attendre de voir comment les choses se passaient, etc. Et peut-être qu'on aurait dû monter au front plus vite. Ça pourrait être un regret. Ouais, il y en a plein d'autres, mais je pense à celui-ci. Je pense qu'on aurait dû se battre davantage. Ouais. Voilà, l'intégralité de cette émission sera à voir vendredi 26 mai à 10h30. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous.